Le chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises, Georges Ibrahim Abdallah, sera jugé par une cour d'assises spéciale à Paris. Le procès pourrait avoir lieu fin février. La monnaie américaine, le dollar, en dessous des 6 francs, 5 francs 92, c'est le cours le plus bas du dollar depuis près de 5 ans. Avantage aux soviétiques dans la course dans l'espace. Un an après la catastrophe de Challenger, on prépare la reprise des vols de navettes américaines. Aujourd'hui, mercredi 28 janvier 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Georges Ibrahim Abdallah sera jugé par une cour d'assises spéciale composée de magistrats professionnels. Georges Ibrahim Abdallah est le chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises. Sa libération fut exigée par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes, comité qui revendiqua les attentats commis au mois de février et de septembre 1986. Le procès pourrait avoir lieu fin février si aucun pourvoi en cassation n'est formé. Dominique Thiers rappelle le contenu de ce dossier Abdallah. Un triple chef d'inculpation pour Georges Ibrahim Abdallah. 2 complicités d'assassinat contre les diplomates Barsimentov et Charles Ray. Une complicité de tentative d'assassinat contre le consul américain Robert Home à Strasbourg. Dans l'important dossier d'instruction, 23 volumes au total, pas de preuves formelles, mais un faisceau de présomption. Lors de son arrestation à Lyon en 1984, Abdallah se présente comme un militant du mouvement révolutionnaire de l'Union arabe. En fait, la DST l'a identifié dès 1982 comme le chef des fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL. Et c'est à ce titre qu'il aurait donné l'ordre d'exécuter les diplomates, Yaakov Barsimentov, l'Israélien, et les Américains, Charles Ray, Robert Home. À Paris, rue Lacroix, les policiers découvrent au domicile d'Abdallah l'arme qui a tué Barsimentov et Ray. Mais c'est à Strasbourg, dans la tentative d'assassinat de Robert Home, que la présence d'Abdallah est la plus visible. Des annotations de sa main sur un plan de la ville. Un point situé le domicile du consul américain. Des indices découverts dans une voiture achetée à Lyon et retrouvés quelques mois plus tard à Ljubljana en Yougoslavie. Abdallah passera donc aux assises devant la cour spéciale composée uniquement de magistrats. Le procès s'ouvrirait très prochainement, courant février, une rapidité qui étonne les 2 avocats de l'affaire. Je suis très conscient que retarder le procès d'Abdallah, c'est s'exposer à des attentats. Je ne voudrais pas penser, ça me serait désagréable, qu'en réalité, on respecte un calendrier négocié, parce qu'à ce moment-là, je me demanderais négocier avec qui? Je pense que si les autorités désirent tellement que ce procès ait lieu en février, c'est qu'elles auront de bonnes raisons pour cela. Je souhaite qu'elles ne se trompent pas. Un procès qui sera sans doute très suivi en France, mais aussi au Liban, par la grande famille de Georges Ibrahim Abdallah. À Manille, aux Philippines, le chef d'état-major des armées a ordonné aux forces de l'ordre de mettre un terme à la rébellion née il y a 36 heures. Il y a encore 200 soldats retranchés dans un immeuble. L'armée a lancé une attaque d'avertissement avec des gaz lacrymogènes. Correspondance téléphonique de Manille de notre envoyé spécial Martine Laroche-Joubert. Toute une partie de la nuit, d'ultimatum en ultimatum, nous avons attendu la reddition des rebelles de la chaîne 7. Les rumeurs courent, l'assaut c'est dans 30 minutes. Et puis rien ne se passe, quelques lancers de gaz lacrymogène, c'est tout. Une nuit d'attente après une journée où l'armée a fait évacuer la foule des partisans de Marcos et de Coriaquinho. Les soldats sont calmes, de temps en temps l'excitation monte, puis retombe. Il semble que l'armée ne souhaite pas tirer sur les rebelles. En effet, il ne faut pas oublier que la même haine des communistes les réunit et que ce qu'ils reprochent à Coriaquinho, c'est de leur avoir donné la parole. Aussi, les négociations continuent avec le chef d'état-major des armées, le général Ramos. La prise de la station 7, plus spectaculaire que grave, tient son importance du moment choisi. Un moment difficile pour Coriaquinho, quelques jours après un massacre et une semaine avant un référendum. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils soutenaient le régime de la présidente Coriaquinho dans cette nouvelle épreuve. Aujourd'hui, la monnaie américaine, le dollar était au plus bas depuis sa cotation d'il y a 5 ans. À Paris, le dollar cotait moins de 6 francs, 5 francs 92 contre 6 francs 07 hier. Alors Philippe Sassier, je dirais que ça ressemble à un grand chambardement ce qui est en train de se passer là. Écoutez Claude, imaginez un chahut dans une salle de classe. Censeur et surveillant général se précipitent, réclament le silence en vain, car le proviseur ne dit mot.
C'est un petit peu ce qui se passe sur les marchés d'échange où Européens et Japonais demandent une concertation pour ramener le calme et stabiliser le billet vert. Mais le silence des Américains sur la valeur du dollar qu'ils souhaitent et les mesures qu'ils envisagent paraît un encouragement au chahut, c'est-à-dire à la baisse. Nous assistons peut-être au début d'une crise de confiance dans le dollar comme celle de 1970. Pourquoi? Eh bien, Ronald Reagan a vaincu l'inflation, relancé l'économie américaine, mais il va laisser derrière lui un Himalaya de dettes et le gouffre d'un déficit commercial. En 1990, l'Amérique pourrait devoir au reste du monde 1000 milliards de dollars. Le pays le plus riche de tous sera largement le plus endetté. Où peut tomber le dollar? C'est difficile à dire. Certains pessimistes prédisent un atterrissage brutal. En tout cas, 1987 sera probablement dans les mémoires comme l'année soit d'une vaste concertation économique, soit comme l'année du commencement d'une guerre commerciale et monétaire. À Washington, le président Ronald Reagan prononçait la nuit dernière devant les deux chambres du Congrès son traditionnel message sur l'état de l'Union. C'est un discours-programme avec notamment une explication qui ressemble à un aveu sur l'affaire du trafic d'armes avec l'Iran. De Washington pour Antenne 2, Jacques Abouchard. Les fréquents applaudissements qui ont ponctué le discours d'hier soir au Congrès ne doivent pas faire illusion. Sur les bancs démocrates, on est resté le plus souvent silencieux. Les chefs de l'opposition ont d'ailleurs mis les points sur les i après le message présidentiel. Les Américains, disent-ils, attendaient une explication claire sur le scandale des ventes d'armes à l'Iran. Ils ne l'ont pas eu. Le président a évacué l'affaire en 40 secondes dans un discours de 3/4 d'heure. Les démocrates déplorent également les incohérences du message présidentiel. Ronald Reagan a évoqué les défis du XXIe siècle et son gouvernement procède à des coupes sombres dans le budget de l'enseignement. Il avait lancé en fanfare une campagne nationale de lutte antidrogue et l'intendance ne suit pas, faute de crédit. Désormais majoritaire au Congrès, les démocrates se défendent pourtant de vouloir déclarer la guerre à la Maison-Blanche. Un président affaibli ne sert à rien, disent-ils, en évoquant les 2 dernières années de Ronald Reagan à la tête du pays. Le président a d'ailleurs fait preuve de mordant au cours de son intervention. Il n'acceptera pas d'être un chef d'État au rabais, affirme rassurer ses amis républicains. Reste à connaître maintenant le verdict du public, après les résultats médiocres des sondages publiés récemment sur la cote de popularité de M. Reagan. Je viens d'avoir le résultat de ce premier sondage sur le public américain. 61% des personnes interrogées ont toujours confiance en Ronald Reagan. Et dans ce sondage à chaud réalisé par le quotidien USA Today, 41% des personnes interrogées ont déclaré trouver le président très compétent comme président, soit une hausse de 11 points en 24 heures. Entre les États-Unis et l'Europe, un compromis a été trouvé, a été réalisé plus exactement sur les échanges agricoles. Les États-Unis menaçaient de fortement taxer certains produits français, entre autres, s'ils ne pouvaient continuer leur commerce avec l'Espagne. L'entrée de l'Espagne dans le marché commun modifiant, de par les règles communautaires, les conditions de ce commerce. Un accord a donc été réalisé, solution honorable selon le ministre du Commerce extérieur français, Michel Noir, mais dans les milieux agricoles, on parle de capitulation, principalement chez les producteurs de maïs. Enquête Maryse Manot. Voici à gauche l'homme du compromis. Au nom de l'Europe, Willy de Clercq est en train de négocier très cher la paix commerciale avec les États-Unis. Cher pour la France surtout et ses producteurs de maïs. Le compromis autoriserait les États-Unis à exporter à droit réduit 2 millions de tonnes de maïs sur le marché espagnol pendant 4 ans. Or, 2 millions de tonnes, c'est très exactement ce que les Américains vendaient aux Espagnols avant l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. L'accord maintiendrait un statu quo au détriment des Français qui réclament déjà des compensations. Il faudra permettre aux producteurs de maïs de trouver à l'extérieur de la communauté les marchés qu'on leur a fait perdre à l'intérieur. Et cela veut dire des aides à l'exportation et des garanties pour la bonne fin des marchandises qui auraient été produites. Les producteurs avaient pourtant vendu leur cause ici à Paris devant la Statue de la Liberté. Récemment, une 60aine de parlementaires du Sud-Ouest leur ont apporté leur soutien. Aujourd'hui, ils ont un épi de maïs en travers de la gorge. Nous arrivons donc peut-être un peu tard dans un combat qui s'est développé avant nous. Les députés de l'Ouest sur le problème laitier ont en effet fait preuve de beaucoup de vigueur. Croyez-moi, les députés du Sud-Ouest savent aussi s'exprimer avec vigueur. Ils sont de la terre du rugby et ils savent mener les combats. La France n'avait pas le choix. Elle a cédé sur le maïs, marché potentiel en Espagne, pour sauver le marché bien réel du cognac aux États-Unis.
Ses partenaires européens ne l'ont pas soutenu, il n'exporte pas de maïs. Mais demain, il pourrait être touché, puisque la liste des concessions faites aux États-Unis s'étendrait au papier craft, au bois et à d'autres produits industriels. Après 2 séances de négociation qui réunissaient le ministre délégué à la fonction publique, Hervé de Charette, et les organisations syndicales de fonctionnaires, la situation pourrait se dénouer favorablement. Seule la CGT n'est pas enclin à approuver les propositions pour les bas salaires, ainsi que la possibilité d'une clause de sauvegarde qui sera discutée dès lundi prochain. Cet accord salarial pour 1987 concerne 4,5 millions de fonctionnaires en activité et près de 2 millions de retraités. Confirmation de l'indice des prix du mois de décembre, plus 0,1% pour l'année 86, cela fait donc 2,1% d'inflation selon l'INSEE. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Forbach et dans le bassin houiller lorrain à l'appel de toutes les organisations syndicales, et ce pour protester contre le plan de restructuration en cours. Pour l'année 87, 1700 départs sont annoncés, les mineurs qui sont aujourd'hui 20 000 seraient 12 000 dans 4 ans dans cette région. Les salariés des Arnaud, ARNO, c'est-à-dire les ateliers réunis du Nord et de l'Ouest, manifestaient à Brest et à Dunkerque. Leur société est en redressement judiciaire et ils sont plusieurs centaines menacés de licenciement. Reportage Nicolas Jacobs et Claude Barnier. Dressée devant la mairie de Brest par les employés des Arnaud, cette étrave de navire s'est d'abord appelée Titanic, avant d'être rebaptisée Espoir, à tort. Massés devant la direction, les 474 salariés des ateliers réunis du Nord et de l'Ouest ont appris qu'ils étaient tous licenciés. Le chantier va fermer. C'est vraiment le chaos, on est abasourdi de voir ce qui nous arrive. On est viré, quoi. Voilà. 34 ans de boîte. Nous, on est, pour eux, ici, on est des bons à rien, mon gars. Des bons à rien. C'est une vraie panique parce qu'on sait qu'on pourra, derrière, on pourra rien faire. On n'a pas d'emploi derrière. On n'est pas comme en Lorraine où on a créé d'autres industries. Ici, c'est le désert. Chaque salarié aura le choix entre un congé de conversion d'1 an et une prime de départ. Sur le port, les cales de réparation sont vides. Le dernier bateau est parti le 16 janvier. L'État ne verse plus d'aide directe. Le chantier ne fait plus le poids face à la concurrence étrangère, notamment les Portugais qui cassent les prix. Les Portugais pratiquent aujourd'hui un dumping important avec des prix plus bas qu'ils n'ont jamais été. Et nous espérons que dans les 2 ans qui viennent, les règlements communautaires européens seront applicables aux Portugais et devraient nous remettre en position plus favorable dans cette compétition. Mais il faut tenir en attendant. Il faut tenir 2 ans. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tenir et qu'on annonce la fermeture. Un coup dur pour l'économie locale. Si les Arnaud ferment, 500 emplois de sous-traitance vont disparaître. Les collectivités locales sont prêtes à augmenter leurs aides. L'État a financé un plan de restructuration à condition de trouver un repreneur. Des industriels brestois se sont attelés à cette tâche, une course contre la montre. C'est un rythme échevelé, c'est 15 démarches par jour, c'est 3 voyages par semaine à Paris, c'est jour et nuit. Et vous avez bon espoir? Oui. Mais vous êtes transporteur, vous n'avez rien à voir avec la navale. Pourquoi faites-vous cela? Je le fais parce que je suis brestois, et puis je crois qu'il y a cette vieille solidarité un peu maritime. Dans les moments graves, tout le monde se mobilise. Un repreneur brestois aurait, semble-t-il, été trouvé. Mais au mieux, il ne reprendrait que 150 personnes. Pas vraiment le sauveur qu'attendent les Arnaud. Déclaration politique de François Léotard, le secrétaire général du Parti républicain. Il n'y aura pas en France un président socialiste en 88 car ce serait pour les Français la certitude du déclin. Annulation par le Conseil d'État de l'élection de 3 conseillers généraux communistes du Val-de-Marne. Cela concerne les cantonales de mars 85. Après les démissions de Claude Popren et de Marcel Rigout du comité central du Parti communiste, 150 élus communistes du département de l'Hérault demandent dans une lettre ouverte à ce que le 26e congrès de leur parti se déroule de façon démocratique. Et puis ce soir, sur Antenne 2, à l'heure de vérité, ce sera le tour de Michel Delebarre, l'ancien ministre socialiste. Monsieur Delebarre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris connaissance des problèmes au sein du Parti communiste, des démissions au sein du comité central. Oui. Pensez-vous que l'affaiblissement du Parti communiste rende impossible toute union de la gauche à l'avenir ? Je pense simplement que le Parti communiste a fait le choix depuis 1984 de s'enfermer progressivement dans un ghetto. Il reste au Parti socialiste à assumer sa totale responsabilité de formation politique de gauche, à rassembler l'ensemble de ceux qui pensent à gauche et qui vivent la gauche dans ce pays. On aura l'occasion d'en reparler ce soir. Souhaitez-vous que ceux qui démissionnent de ce comité central vous rejoignent au Parti socialiste ?
Le problème ne se pose pas comme ça. Nous ne sommes pas un parti qui va à la pêche à la ligne d'un tel ou d'un tel. Ceux qui ont démissionné, je pense en particulier à Marcel Rigaud, qui a été ministre du gouvernement de Pierre Mauroy, qui a été mon prédécesseur à la formation professionnelle, qui est un homme de très grande qualité. Il appartient à ses militants de prendre leurs décisions le jour venu. Il ne nous appartient pas d'aller comme ça pêcher l'un ou l'autre. Merci Michel Delebarre. Je rappelle que si vous voulez poser des questions au cours de cette heure de vérité à Michel Delebarre, vous pouvez le faire en appelant SVP 47 87 11 11. Jean-Louis Le Sen répercutera vos questions à Monsieur Delebarre tout au long de cette heure de vérité après ce journal. Au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, réuni à Moscou, il y a du ménage dans l'air. Mikhail Gorbatchev s'est prononcé pour la pluralité des candidatures aux élections des organes locaux du parti et des soviets. M. Gorbatchev souhaite que l'élection se fasse au scrutin secret. Au sein du Politburo, M. Kounaïev a été démis de ses fonctions. Il fut le numéro 1 de l'État du Kazakhstan. Et en plus, Mikhail Gorbatchev a ouvertement remis en cause l'héritage de ses prédécesseurs. Alors Georges Bortoli, M. Gorbatchev se donne tous les moyens pour mener sa politique, notamment en évinçant M. Kounaïev. Oui, alors M. Kounaïev était l'un des derniers représentants de ce qu'on appelle la vieille garde, les gens nommés au Politburo sous Brejnev dans les années 70. Bon, il reste encore à M. Gorbatchev à se défaire du patron de l'Ukraine, M. Cherbytsky, pour l'instant indéboulonnable, mais il est clair que lentement M. Gorbatchev se dirige vers le Politburo de ses rêves. Alors, indépendamment du Politburo, M. Gorbatchev cherche à se donner les moyens de tenir en main la classe politique tout entière, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands personnages. Jusqu'à ces derniers temps, ce qu'on appelle en URSS un apparatchik, c'est-à-dire un homme d'appareil, un dignitaire, si vous voulez, était un peu propriétaire de sa charge qu'il ne quittait que à sa mort, ou bien pour occuper un poste plus important. Alors que maintenant M. Gorbatchev dit, eh bien, il va y avoir des élections périodiquement à tous les postes de responsabilité du parti et, nouveauté, des élections avec plusieurs candidats pour chaque poste, ce qui est évidemment un moyen de renforcer le zèle des intéressés, car supposons par exemple qu'il y ait pour un poste important 2 candidats, l'un très proche des idées de M. Gorbatchev et l'autre moins proche. Il me semble que c'est tout de même le premier qui a le plus de chances d'être élu. Merci Georges. À Koweït, la 5e conférence islamique au sommet a été notamment marquée par une rencontre entre les présidents d'Égypte et de Syrie, Hosni Moubarak et Hafez el-Assad. Une délégation islamique se rendra à Téhéran. Les participants à cette conférence de Koweït tiennent en effet à mettre en œuvre un processus de paix entre l'Irak et l'Iran. À Koweït pour Antenne 2, Pierre Serra, Michel Alikov. Ils sont venus, mais ils n'étaient pas tous là. À l'arrivée, ils arboraient le sourire des retrouvailles face à l'accueil chaleureux de l'émir Jaber de Koweït. Assad le Syrien, très attendu, qui s'est fait prier pour venir, Arafat le Palestinien, qui n'a d'autre solution que de s'imposer, Hussein le Jordanien, dont les positions de fermeté forcent le respect, Jmaïel le Chrétien, qui est là pour représenter les musulmans du Liban, Moubarak l'Égyptien, dont le retour ne fait pas l'unanimité. Les uns ou les autres, frères ennemis à divers titres, à l'intérieur de la salle, l'ambiance n'était pas la même, on le sait. Sauf devant les photographes. Là, sourire et des contractions de rigueur. Les problèmes abordés, en premier lieu la guerre Iran-Irak. Les Arabes voudraient y mettre fin, mais comment y parvenir en l'absence de l'Iran qui a fait savoir qu'il n'accepterait pas de solution de compromis, genre ni vainqueur ni vaincu, chacun rentre chez soi. L'Irakien Saddam Hussein, lui, n'a pas pu quitter Bagdad en raison de la situation sur le front. Ce qui a vraiment compté, ce sont les rencontres discrètes, bilatérales. Ici, le président algérien Ben Jdid se rend chez un de ses collègues. Arafat a rencontré le roi Hussein. C'est un événement, mais pas forcément une réconciliation. Moubarak, lui, a fait une visite au roi d'Arabie sans forcer la porte. Hissène Habré, lui, a obtenu une résolution qui proclame la nécessaire intégrité du Tchad. Un vœu pieux en l'absence de Kadhafi qui n'est pas venu. Voilà, le 5e sommet islamique est terminé, mais les problèmes demeurent. Terminé, à moins qu'on ne joue les prolongations cette nuit et demain matin. Pour la guerre Iran-Irak, on a décidé l'envoi d'une mission d'enquête sur place à Téhéran et Bagdad pour déterminer les origines de la guerre. Il serait temps, après 6 ans et demi de combat. On reparle d'un sommet arabe qui pourrait avoir lieu pour moins rapidement. Il faut dire que le sommet de Koweït, le sommet islamique, a servi de paravent aux Arabes pour reprendre leurs discussions. Au Liban, toujours pas de nouvelles de Terry White, l'émissaire britannique. Le Croissant Rouge palestinien vient d'autre part de publier un bilan des victimes des sièges et des bombardements des camps palestiniens. Ces bombardements, ces échanges de tirs auraient fait plus de 1900 morts et près de 5000 blessés.
Le conseiller diplomatique du gouvernement français, Fernand Wibo, est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie. Il est chargé de résoudre l'affaire de l'enlèvement des 10 membres de Médecins sans frontières. Les otages enlevés en Somalie pourraient être libérés très rapidement, selon Claude Malurel, le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, qui est aussi ancien président de MSF. Nomination de Marcel Morin, contrôleur général à la police nationale, comme préfet délégué pour la police en Corse. Les 3 préfets de Corse ont été changés en une semaine. Un Basque espagnol, expulsé au mois d'août dernier, peut rentrer en France. C'est une décision prise par le tribunal administratif de Pau. Fernando Iduarte, qu'on le voit ici, c'était en mai 86, avait été expulsé selon la procédure d'urgence absolue. Il avait été remis en liberté par la police espagnole, faute de preuves, et il vivait en France auparavant depuis 1969. C'était un chef d'entreprise. Paul Lefebvre, cette décision du tribunal administratif de Pau peut avoir de lourdes conséquences. En effet, c'est la première fois qu'une telle décision est prise par le tribunal administratif de Pau, et ce n'est pas sans importance. En fait, le tribunal administratif avait réclamé au ministre de l'Intérieur, par préfet interposé, le texte précis de l'arrêté d'expulsion, c'est-à-dire les motifs précis, les accusations que l'on portait contre Fernando Iduarte. Le ministre n'ayant pas communiqué au tribunal ce document, qui justifiait l'expulsion aux yeux du dit ministre, le tribunal a donc prononcé le sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion, ce qui veut dire en clair que Fernando Iduarte peut revenir en France. Bien entendu, le préfet peut se pourvoir en Conseil d'État, mais en attendant, la décision de Pau est applicable. Depuis le mois de juillet dernier, une bonne trentaine de Basques espagnols ont donc été reconduits à la frontière selon la procédure d'urgence absolue, réglementation de caractère administratif qui relève de la seule responsabilité du préfet et qui par conséquent ne permet pas à l'individu soupçonné, accusé d'activité portant atteinte à la sécurité de l'État, de se défendre et de démontrer son innocence. Vieille procédure administrative, oubliée un peu dans les tiroirs, mais qui a été ravivée d'une manière parfaitement légale d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur en juillet dernier. Alors sans vouloir rentrer dans la querelle sur l'efficacité réelle de ces mesures d'expulsion décidées au cours de l'été, on peut observer que la décision du tribunal administratif de Pau débouche sur 2 questions. La première, d'autres mesures d'expulsion exécutées selon la même procédure d'urgence absolue vont-elles être ainsi annulées par les juges? Seconde question, ne serait-il pas temps de réfléchir et surtout de réformer l'ensemble des procédures d'expulsion administrative pour faire coïncider l'efficacité, réelle ou supposée, et le droit? Un ouvrier de l'usine Talbot-Poissy dans les Yvelines a reçu une lettre de licenciement, et ce pour avoir introduit une bouteille d'apéritif dans l'enceinte de l'usine. La direction explique sa décision par une campagne contre l'alcoolisme. Elle applique le règlement, mais l'ouvrier âgé de 52 ans est un travailleur irréprochable selon les syndicats. Enquête à Poissy de Patrice Velay et Françoise Davis. Christian Plantec, 35 ans d'ancienneté dans l'automobile à Poissy, licencié en mars prochain. Un employé sans histoire, bien noté. À la mi-décembre, il est grand-père pour la première fois. Alors il glisse dans son sac une bouteille de pastis pour les copains de l'atelier. C'est interdit depuis très longue date. Depuis que je suis à l'intérieur même de l'usine, c'est-à-dire depuis... à l'époque, c'était du temps de Ford. Ça a toujours été interdit. Mais vous l'avez fait quand même. Mais disons, entre l'interdiction elle-même et puis il y a des tolérances, quoi. Disons, puis là, paraît-il qu'il y a eu un tour de vis au point de vue ce genre de discipline. Mais vous n'étiez pas au courant de ce tour de vis? Vaguement, hein. Très vaguement. Je vous le dis franchement, je ne m'attendais pas à une sanction aussi lourde. Sinon, j'aurais jamais fait ça. Depuis plusieurs mois, la direction a lancé une campagne contre l'alcoolisme dans l'entreprise. Au début, réunion d'information, avertissement collectif. Et maintenant, pour toute infraction, le licenciement. Dans la mesure où nous avons établi un règlement, il faut que nous l'appliquions. Il faut que l'ensemble des dispositions qui ont été prises forment un tout cohérent. Pour les syndicats, une sanction disproportionnée, même s'ils jugent nécessaire de lutter contre l'alcoolisme sur les lieux de travail. La lutte, je dirais, contre l'alcoolisme en général, c'est une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, donc c'est une bonne chose. Qu'il faille prendre une sanction, ça nous paraît assez évident, mais une sanction tout à fait légère, qui est un avertissement. Mais passer directement à la sanction suprême, ça nous paraît complètement démesuré, et tout à fait injuste en tout cas. Christian Plantec a décidé ce soir de saisir les prud'hommes, de longs mois de procédure avant peut-être de retrouver son travail. Il y a un an, la navette Challenger explosait peu après son décollage. Cette catastrophe, vécue en direct par les Américains devant leurs écrans de télévision, est loin d'être oubliée.
Mais les familles des victimes de l'équipage souhaitent que l'exploration spatiale américaine se poursuive. On prépare donc d'autres navettes, mais avec la conscience d'être en retard face aux soviétiques. Explication Patrick Esther. Première conséquence de cet accident, tous les vols de navettes spatiales ont été suspendus jusqu'au mois d'avril 88. Mais pour cet équipage qui sera le premier à repartir pour l'espace, l'entraînement dans les simulateurs de Houston a déjà commencé. Toutefois, rien ne prouve encore que le calendrier puisse être tenu. D'abord, parce que le système de sécurité proposé par la NASA n'enthousiasme pas vraiment les astronautes, à tel point que durant les 12 derniers mois, plus d'une quinzaine d'entre eux ont préféré démissionner. Avec ce nouveau système, l'équipage doit être extrait par une petite fusée. Malheureusement, même si Challenger en avait été équipé, il n'aurait pas pu être utilisé au moment de l'explosion. D'autre part, les essais effectués sur les nouvelles fusées d'appoint sont loin d'être concluants. Lors de ces mises à feu, les joints triples, qui remplacent les anciens joints doubles, se sont dégradés de manière suffisamment importante pour que leur constructeur soit obligé de revoir tout le problème. Conséquence directe de ce retard du programme américain, la navette ne lancera plus de satellites commerciaux. Et la fameuse station orbitale américaine sur laquelle travaillent ces techniciens, une station gigantesque pour l'horizon 1995, voit sa taille se réduire au fur et à mesure que le temps passe. Cela afin de réduire le nombre de vols de navettes nécessaires à sa construction là-haut, en orbite. 1987 s'annonce comme une année creuse pour l'agence spatiale américaine. Un fait d'autant plus fâcheux pour l'Amérique de Reagan que cette année, les soviétiques devraient monopoliser l'activité des vols habités en occupant leur nouvelle station Mir, déjà placée sur orbite. Un laboratoire modulaire de la nouvelle génération qui pourrait à terme atteindre une masse de plus de 120 tonnes. Un premier village cosmique qui pourra accueillir une petite dizaine de cosmonautes. Certains y séjourneront même probablement plus d'1 an. 17 grands prix nationaux des arts et lettres pour l'année 86 ont été décernés aujourd'hui. Alors je cite notamment Charles Aznavour, Claude Berry, Alain Cavalier pour le cinéma et puis la danseuse Dominique Calfouni. Sur l'hippodrome de Vincennes, demain il y aura un quartet. Voici les pronostics de Lionel Ovadia pour ce prix de Langeais. C'est un trot athlète 2800 mètres. Octave de Cos le 7, Orphy Danson le 10, Maillot le 17, Okilov le 11, Olibert le 15, Onika Gédé le 13. La météo. Oui, et bien demain, tout le monde descend. Les nuages descendent dans le sud, les températures descendent dans le thermomètre et les brouillards descendent dans les vallées. Ce soir, l'image satellite est assez simple à expliquer. Les nuages qui étaient aujourd'hui sur la France vont descendre un petit peu dans le sud et on les retrouvera demain sur une ligne allant de la Vendée jusqu'aux Alpes. C'est la situation que l'on voit sur la carte du temps prévu, avec sur toute la moitié nord du pays. Un temps ensoleillé dans la journée, mais avec des brouillards givrants extrêmement importants le matin. Donc visibilité réduite et risque de verglas sur les routes. Ça, c'est pour toute la moitié nord. De la Vendée et des Pays de la Loire jusqu'au Massif central et aux Alpes, un ciel couvert, très nuageux, avec là aussi des verglas, là aussi là par contre quelques précipitations qui se transformeront en neige sur les Alpes. Enfin sur la Corse, encore quelques éclaircies. Il fera pour une fois un petit peu plus de soleil sur la moitié nord que sur la moitié sud. Côté température, eh bien elles descendent aussi. Il y aura des températures inférieures à 0 degré demain dans la journée. Entre 0 et moins 1 degré dans le nord-est, 1 degré à Paris et jusqu'à 5 degrés à Brest pour la moitié nord. Entre 3 et 4 degrés dans le centre, jusqu'à 14 degrés sur la Méditerranée. Et puis toujours Biarritz qui tient le pompon avec 16 degrés pour demain. On termine avec notre agenda. Demain sera donc le jeudi 19 janvier. Le soleil se lèvera à 8h27, se couchera à 17h41, 3 minutes de soleil en plus pour ceux qui ont la chance de le voir et nous fêterons les Gildas. Le pompon. Très bien. Pour le dernier journal d'Antenne 2, ce sera Hervé Claude aux environs de 23h10. Il aura comme invité Axel Cross et on parlera de la baisse du dollar. À demain 20h. Bonsoir. Merci.